Tout commence ici. Imaginez-vous dans le silence feutré d'un bureau quelque part à la Défense, à Wall Street ou à la City. Regardez bien la main du banquier. Regardez son index, suspendu au-dessus du clavier. Au moment précis où il va frapper la touche Entrée, le monde va changer. Pas de manière spectaculaire, non, mais à une échelle microscopique et pourtant fondamentale. Clic, c'est fait. 250 000 € viennent d'apparaître sur un écran. Cet argent n'existait pas il y a 10 secondes. Il n'a pas été pris dans le coffre-fort de la banque. Il n'a pas été retiré de l'épargne d'un autre client. La banque a simplement tapé des chiffres dans un tableau. Elle a créé cet argent, ex nihilo, à partir du néant. Et pourtant, regardez dehors. Allumez la télévision. On nous répète à longueur de journée que les caisses sont vides, que l'État vit au-dessus de ses moyens, que pour financer nos hôpitaux, nos écoles ou la transition écologique, nous devons nous serrer la ceinture, ou bien emprunter au marché financier. Et c'est là que votre cerveau devrait envoyer un signal d'alarme. C'est là que le paradoxe devient insupportable. Posez-vous cette simple question. Si les banques privées peuvent créer de l'argent simplement en tapant sur un clavier pour financer l'achat d'un appartement, pourquoi l'État, qui fait les lois, l'État qui incarne la puissance publique, est-il obligé de s'endetter jusqu'au cou? Pourquoi nos gouvernements courent-ils après l'argent alors qu'ils ont le pouvoir légal de l'autoriser? Il suffirait d'écrire quelques zéros de plus, non? Si vous pensez que la réponse est simplement pour éviter l'inflation, vous n'avez qu'une partie de l'histoire. La vérité est beaucoup plus étrange. Elle est politique et elle est systémique. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le capot du moteur économique mondial. Vous allez découvrir le fonctionnement secret de la création monétaire et vous allez comprendre pourquoi ce système est conçu de telle manière que, mathématiquement, les États sont condamnés à rester coincés dans la dette. Bienvenue dans la mécanique secrète de l'argent. Pour comprendre l'arnaque, ou disons le système pour rester poli, il faut d'abord tuer un mythe, le mythe de la tirelire. La plupart des gens pensent que la monnaie, c'est ce qu'ils ont dans leur poche, des billets, des pièces. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Mais en réalité, les billets et les pièces, ce n'est rien. C'est à peine 5 à 10% de la monnaie totale. Ce sont des miettes. C'est la seule monnaie véritablement créée par la Banque centrale. Tout le reste, les 90% restants, c'est de la monnaie scripturale, des écritures numériques. C'est juste un chiffre qui s'affiche sur votre application bancaire. Et qui crée cette monnaie-là? Pas l'État, pas la Banque centrale. Ce sont les banques commerciales, des entreprises privées qui cherchent le profit. Oubliez tout ce qu'on vous a appris à l'école. L'idée reçue, c'est que la banque recycle l'épargne. On imagine que je dépose 1 000 € et que la banque prête mes 1 000 € à mon voisin. C'est faux. Si c'était vrai, quand la banque prête mon argent, je ne devrais plus l'avoir sur mon compte, n'est-ce pas? Or, mon argent est toujours là, disponible. Voici la réalité, validée par la Banque d'Angleterre elle-même, les crédits font les dépôts. Prenons un exemple concret pour bien visualiser. Alice va voir son banquier pour emprunter 10 000 €. Le banquier analyse le dossier, il dit « OK ». À cet instant précis, le banquier inscrit une créance de 10 000 € dans ses livres et simultanément, il crédite le compte d'Alice de 10 000 €. Pouf! De la nouvelle monnaie vient de naître. Personne n'a perdu d'argent pour qu'Alice en gagne. La masse monétaire totale du pays vient d'augmenter. C'est une création pure, une écriture comptable. Mais attention, il y a un piège. Cette monnaie est éphémère. Quand Alice rembourse son prêt chaque mois, le processus s'inverse. La banque ne garde pas le capital remboursé pour s'enrichir. Elle l'utilise pour effacer la ligne comptable. Elle détruit la monnaie qu'elle avait créée. La monnaie naît avec le crédit et elle meurt avec le remboursement. Seuls les intérêts restent pour payer la banque. C'est l'idée clé qu'il faut graver dans votre esprit. Dans notre économie moderne, la quasi-totalité de l'argent qui circule a été créée par une banque privée lors de l'octroi d'un crédit sous forme de dette. Pas de dette, pas d'argent. Et c'est exactement là que l'État se retrouve piégé. Si les banques privées peuvent créer de l'argent, l'État devrait pouvoir le faire aussi, non? Après tout, la monnaie est un bien public. Techniquement, c'est possible. Mais légalement, c'est interdit. Historiquement, on a séparé le pouvoir de dépenser, qui appartient au gouvernement, du pouvoir de créer la monnaie, qui appartient à la Banque centrale. La raison officielle, c'est pour empêcher les politiciens de faire tourner la planche à billets avant les élections, ce qui pourrait causer une hyperinflation, comme on l'a vu en Allemagne dans les années 20 ou au Zimbabwe. Pour éviter ça, on a créé un dogme, l'indépendance des banques centrales. Alors comment l'État paie-t-il ses factures quand les impôts ne suffisent pas? Il ne peut pas simplement demander à sa banque centrale de créditer son compte. Non, il est obligé d'aller sur les marchés financiers. Voici le circuit, et il est fascinant d'absurdité. Premièrement, l'État émet un papier, une reconnaissance de dette, qu'on appelle une obligation. Il dit « Prêtez-moi 1 milliard »
et je vous rembourserai avec des intérêts. Deuxièmement, des banques privées achètent cette dette. Et avec quel argent l'achètent-elles? Souvent avec de l'argent qu'elles ont elles-mêmes créé ou qu'elles détiennent grâce au système bancaire. Vous voyez le tour de passe-passe? L'État, qui a délégué le pouvoir de création monétaire au secteur privé, se retrouve obligé d'emprunter cette même monnaie aux banques et de leur payer des intérêts. C'est ce qu'on appelle le service de la dette. Chaque année, ce sont des dizaines de milliards d'euros, nos impôts, qui partent directement dans les poches des créanciers, juste pour avoir le droit d'utiliser une monnaie que l'État aurait pu, techniquement, émettre lui-même sans coût. Certains me diront, mais les banques centrales rachètent bien les dettes d'État aujourd'hui. C'est vrai, c'est le fameux quantitative easing. Mais attention, elles ne financent pas l'État directement. Elles rachètent la dette sur le marché secondaire, c'est-à-dire qu'elles la rachètent aux banques privées, qui ont pris leur marge au passage. Le circuit reste verrouillé. L'État reste le dindon de la farce. Pourquoi accepte-t-on cela? Parce que la dette publique est devenue la clé de voûte de la finance mondiale. Les banques adorent la dette de l'État. C'est un placement sûr, garanti par les contribuables. Si l'État arrêtait d'emprunter, les marchés financiers perdraient leur actif le plus précieux. Le système a besoin que l'État soit endetté. Nous arrivons maintenant au cœur du réacteur, au secret que très peu de gens comprennent vraiment, même parmi nos élus. Si vous m'avez bien écouté, vous savez deux choses. 1. La monnaie est créée par le crédit bancaire, donc c'est de la dette privée. 2. L'État utilise cette monnaie en s'endettant lui-même. Si on additionne tout ça, l'équation est terrifiante. Monnaie égale dette. Cela signifie que chaque euro qui circule dans votre poche est la contrepartie d'une dette signée quelque part par quelqu'un. Imaginez maintenant que, par magie, tout le monde devienne vertueux. Les ménages remboursent leurs prêts immobiliers, les entreprises remboursent leurs investissements, et l'État rembourse toute la dette publique. Que se passerait-il? C'est simple. Il n'y aurait plus d'argent. Zéro. La masse monétaire disparaîtrait. L'économie s'arrêterait instantanément. C'est vertigineux. Pour que l'économie tourne, il faut qu'il y ait de l'argent. Et pour qu'il y ait de l'argent, il faut que quelqu'un s'endette. C'est une fuite en avant perpétuelle. Et le pire, c'est les intérêts. Puisque la banque crée le montant du prêt, mais pas le montant des intérêts, il manque toujours de l'argent dans le système pour rembourser tout le monde. Il faut donc créer sans cesse de nouveaux crédits, donc de nouvelles dettes, pour payer les anciennes. C'est une obligation de croissance infinie, inscrite dans le code même de notre argent. Voilà pourquoi les États sont coincés. En période de crise, quand les particuliers ont peur et arrêtent d'emprunter, la monnaie commence à disparaître. Qui doit alors se sacrifier? Qui doit s'endetter massivement pour réinjecter de l'argent dans la machine et éviter l'effondrement? C'est l'État. L'État est l'emprunteur en dernier ressort. C'est comme si l'État avait inventé un jeu de société, le plateau, les règles, mais qu'il avait confié les dés à des banques privées. Pour faire avancer son pion, il doit maintenant louer les dés et payer pour chaque lancer. Dans ce système, la dette perpétuelle n'est pas une anomalie, c'est le carburant obligatoire. Alors, est-ce une fatalité? Devons-nous accepter d'être esclaves de cette mécanique? Non. La monnaie n'est pas une loi de la physique, comme la gravité. C'est une convention sociale, c'est du droit, c'est un choix politique. La vraie question n'est pas de savoir qui appuie sur le bouton du clavier. La vraie question c'est: au profit de qui ce pouvoir immense de création monétaire est-il exercé? Aujourd'hui, ce pouvoir est délégué aux banques commerciales. Et logiquement, elles l'orientent vers ce qui est rentable pour elles. La spéculation immobilière, les marchés financiers. Pas forcément vers ce qui est utile pour la société, comme les hôpitaux ou l'industrie verte. Tant que la monnaie sera créée comme une dette portant intérêt, les États resteront endettés. Non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce que le système est construit sur une fondation de dette. Il existe d'autres modèles. Des économistes sérieux parlent de monnaie pleine, ou de financement direct du Trésor par la Banque centrale, de manière encadrée et démocratique. Des solutions existent pour reprendre le contrôle de la planche à billets, intelligemment. Mais cela demande de briser un tabou immense. Admettre que l'argent est un bien public, et non une marchandise privée que l'on doit louer. Si demain, vous aviez le pouvoir de réécrire les règles, que feriez-vous? Laisseriez-vous ce privilège aux banques privées? Ou redonneriez-vous ce pouvoir au peuple via ses représentants? J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires. C'est un sujet complexe, mais c'est sans doute le plus important de notre époque. Si cette plongée dans les entrailles de la finance vous a éclairé, partagez cette vidéo. L'éducation est la seule arme contre ce système opaque. D'ici là, souvenez-vous, l'argent n'est qu'une croyance. Ne laissez personne vous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. À la prochaine.